Alors, on s'est arrivé à l'instruction suivante, retourner pt moins vecteur. Donc, cette instruction, elle permet de retourner l'indice de la valeur dans laquelle on a trouvé la valeur x. Donc, je vais vous donner un exemple. Alors, j'ai un tableau qui contient voilà, la valeur 1, 2, 3, 4. OK? Alors, pour le vecteur, la variable vecteur, elle se trouve, elle contient l'adresse de la première valeur, c'est-à-dire elle contient l'adresse de 1. OK? Par exemple, supposons que je recherche x égale à 3. OK? Donc, au début, vecteur, il contient l'adresse de la première case du tableau, c'est-à-dire la case 1. Et puis, PT, lui aussi. Donc, PT, lui aussi, il est initialisé à l'adresse de la première case. Donc, PT aussi, il est là. Voilà, PT est là. Alors, PT, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer la valeur de PT avec la valeur de X. Regardez, étoile PT, est-ce qu'il est égal à X? Donc, est-ce que 3 est égal à 1? Non. Donc, s'ils sont différents, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter PT. Donc, PT va venir où? Va venir sur le 2. Encore une fois, je vais comparer la valeur de 2 avec la valeur de 3, de X. Alors, est-ce qu'ils sont égaux? Non, ils ne sont pas égaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter PT. Mais regardez, vecteur, il est toujours intact. Il contient toujours l'adresse de la première case de la matrice, pardon, du vecteur. Alors maintenant, je suis là sur le 3. Est-ce que 3 est égal à x? Est-ce que 3 est égal à 3? Oui. Alors s'ils sont égaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner pt moins vecteur. Alors pt, je vais prendre l'adresse mémoire de la troisième case du vecteur et je vais faire la soustraction avec l'adresse de la première case. Comme ça, je vais retourner, donc on a 0, 1 et 2. Donc ça va donner 2. Donc lorsque je fais pt moins vecteur, ça va donner 2, c'est-à-dire la position ou bien l'indice de la valeur 3 dans le tableau. D'accord? Alors là, si je rencontre la valeur dans le tableau, par exemple x s'il existe dans le tableau, c'est bon, donc je vais retourner son indice, c'est-à-dire je vais retourner 2 et sortir de la fonction. Dans le cas contraire, par exemple, si j'arrive à parcourir tout le vecteur, par exemple si je recherche la valeur 5, donc la valeur 5 n'existe pas dans le vecteur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner indice. D'accord? Donc l'indice, qu'est-ce qu'il contient comme valeur? Il contient moins 1. Ce qui veut dire que la valeur 5 n'existe pas dans le vecteur. Donc dans le mail, je vais vous expliquer comment on peut traduire la valeur de retour. D'accord? Donc je pense qu'il y a des questions. Alors, il y en a une question. Mais aussi PT retourne 2 sans soustraction. Là, ce n'est pas possible parce que PT, c'est un pointeur. Alors PT contient une adresse mémoire, il ne contient pas un entier. D'accord? Donc, il y a une remarque d'une de vos collègues qui a dit que ce n'est pas la peine de faire la soustraction. Je peux faire PT seulement, retourner PT. Et PT contient déjà la valeur 2. Non, PT, c'est un pointeur. Il contient l'adresse mémoire de cette case. D'accord? Donc, pour retrouver l'indice ou bien la position, un entier, je dois faire la soustraction entre le pointeur de la valeur, c'est-à-dire la case qui contient la valeur 3, moins l'adresse de la première case. Donc, elle dit, elle est obligatoire. Je ne peux pas mettre PT ou ça fait. Non, ça ne va pas donner un résultat correct. Donc, je dois faire PT moins vecteur. Comme ça, je vais avoir la position sous forme d'un indice. D'accord? Alors, après, pour la libération de la mémoire, donc c'est facile aussi. Donc, je vais utiliser la libération avec free.
Donc là, je vais accéder à chacune des cases de mon vecteur et je vais lui affecter nul. Et puis libérer avec free et puis retourner vecteur. Il y a un point que je n'ai pas précisé tout à l'heure, ce sont les valeurs de retour. Donc, pour allouer vecteur, il retourne une variable de type int étoile. Donc, il va retourner le vecteur après avoir alloué la mémoire. Donc, avant de fermer l'accolade de la fonction, je dois faire retourner vecteur. Donc, je dois retourner vecteur. Parce que le vecteur que je viens de créer, je dois le retourner. C'est comme si je fais la sauvegarde. De retourner, c'est comme si je vais sauvegarder le résultat de la fonction dans la variable vecteur. Parce que si je ne le retourne pas, toutes les modifications que je vais faire ici vont rester dans la fonction. Ils ne vont pas sortir de la fonction. Donc, pour que je puisse les utiliser dans la recherche, dans l'affichage, etc., je dois sauvegarder le résultat, c'est-à-dire l'allocation de la mémoire et les valeurs que je viens d'affecter, je dois les mettre dans la variable vecteur. Okay? Cela permet de sauvegarder les opérations que j'ai réalisées. D'accord? Donc voilà l'allocation allouée vecteur. Pour l'affichage, ce n'est pas la peine de faire la sauvegarde parce que je fais uniquement printf. Pour la modification aussi, je fais la sauvegarde parce que j'ai changé le contenu de mon vecteur. Donc je vais retourner vecteur. Pour la recherche, j'ai sauvegardé, j'ai retourné un entier qui représente l'indice ou bien la position de la valeur que je recherche. OK. Et pour libérer vecteur, lui aussi, je vais retourner le vecteur parce que j'ai changé son contenu. Donc, à chaque fois que je fais une modification sur une variable ou bien sur le tableau, je dois retourner le tableau après modification. C'est comme si je fais la sauvegarde. Je sauvegarde les modifications que je réalisais. Voilà. Donc maintenant, pour le programme principal, donc je vais déclarer les variables, dimension, la valeur, l'indice, nouvelle valeur et x. Et puis le pointeur, c'est-à-dire le vecteur que je vais remplir. Alors, je vais demander à l'utilisateur de me donner la dimension du vecteur. Je vais la sauvegarder dans la variable dimension, ainsi que la valeur, par exemple le 1. Et puis, je vais appeler la fonction allouer vecteur, qui demande en entrée la dimension, et puis la valeur que je souhaite mettre dans chaque case. Et puis, bien sûr, je vais sauvegarder le résultat de la fonction dans la variable vecteur. Donc, la sauvegarde, c'est elle qui me permet de poursuivre les autres traitements. C'est-à-dire, je peux faire l'affichage, la recherche, la modification, etc. Si je ne fais pas l'affectation vers une variable vecteur, là, ça va me poser un problème. Parce que toutes les modifications ou bien toutes les opérations que j'ai réalisées dans Allo Vecteur vont être dans Allo Vecteur seulement. Et je ne vais pas les faire ou bien continuer les traitements dans d'autres fonctions. D'accord? Après, il y a afficher vecteur, donc qui demande d'entrer le vecteur et la dimension. OK, il va m'afficher toutes les valeurs. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur l'indice de la valeur qu'il souhaite modifier. Voilà, il va me donner l'indice. Alors là, je vais faire un test sur l'indice parce qu'il se peut que je crée un vecteur qui contient 4 éléments et l'utilisateur souhaite changer la valeur qui se trouve dans la 6e position, qui contient l'indice 6, alors que mon vecteur contient uniquement 4 éléments. Donc là, pour ne pas avoir de problème, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test sur la valeur de l'indice que l'utilisateur a saisi. Donc, si l'utilisateur a saisi une valeur de l'indice entre 0 et dimension, c'est-à-dire dans le tableau, donc c'est bon. Donc, je peux faire la modification. Par contre, s'il me montre, il me donne un indice qui est en dehors des cases du vecteur, donc là, ce n'est pas possible de faire la modification. D'accord? Donc là, je vais vérifier la valeur de indice. Donc, s'il est comprise entre 0 et dimension, c'est bon. Donc, je vais lui demander de donner la valeur qu'il souhaite, ou bien la nouvelle valeur qu'il souhaite mettre. Et puis, je vais appeler la fonction modifier vecteur. Et bien sûr, je vais mettre le résultat dans la variable vecteur. Finalement, donc, je vais afficher, donc après avoir fait la modification, je vais afficher le nouveau vecteur après modification.
Et après, pour la recherche d'une valeur, donc je vais demander d'entrer la valeur qu'il souhaite rechercher. Je vais la mettre dans la variable x. Et là aussi, je vais appeler la fonction rechercher vecteur. Avec le nom du vecteur, la dimension et x, c'est-à-dire la valeur recherchée. Et je vais mettre le résultat dans indice. D'accord? Et là, je vais faire le test sur indice. Donc, si la valeur de indice est égale à -1, si vous vous rappelez tout à l'heure, donc on a retourné -1 quand? Quand la valeur x n'existe pas dans le vecteur. D'accord? Si la valeur x n'existe pas dans le vecteur, donc la valeur de indice va être égale à -1. Et dans ce cas-là, on va dire à l'utilisateur que la valeur qu'il recherche x n'existe pas dans le vecteur. Dans le cas contraire, donc si la valeur de indice est différente de -1, cela veut dire que l'utilisateur a trouvé la valeur x dans le vecteur et là, il va nous donner sa position. Voilà, la valeur x se trouve dans la position indice. Et après, on va libérer le vecteur. Voilà, avec la fonction libérer vecteur qui demande en entrée vecteur et dimension. Et puis, on va retourner, on va sauvegarder le résultat dans vecteur. Et finalement, on va afficher le vecteur après avoir libéré l'espace mémoire. Voilà, donc ça c'est le main, programme principal qui fait appel aux différentes fonctions qu'on a vues ensemble. D'accord, je vais répondre à certaines questions. PT représente l'adresse de l'élément s'il est trouvé. Et vecteur représente l'adresse du premier élément du vecteur. Voilà, c'est juste. Voilà, donc vecteur, on ne lui change pas de position. Vecteur, c'est la variable t. Donc t, il pointe toujours sur le premier élément du tableau. Ou dès que le PT, le pointeur, c'est lui qu'on déplace. Donc si vous avez fait la remarque, donc regardez ici, c'est le PT qu'on déplace. Ici, PT++. Donc PT flow, il est égal à l'adresse de la première position du vecteur. Et après, on va le déplacer. Voilà, il va se déplacer d'une case à une autre jusqu'à ce qu'il arrive à trouver, soit il va trouver la valeur, soit il arrive à la fin et il n'a pas trouvé la valeur recherchée. Donc il y a deux solutions, ou bien deux cas de figure. Soit il trouve la valeur, il va s'arrêter au niveau de la valeur retrouvée, ou bien s'il ne la trouve pas, il va aller jusqu'à la fin de notre tableau. Voilà, madame, si on utilise for pour indice. For pour indice. J'ai pas compris. Si on utilise for pour indice. For. Pourquoi on va utiliser for pour indice? En fait, indice, c'est uniquement une seule variable dans laquelle on va mettre le résultat de est-ce qu'on a trouvé la valeur ou bien on ne l'a pas trouvé. Pourquoi on va utiliser une boucle? J'ai pas bien compris. Donc, si vous voulez, vous pouvez réécrire votre question dans le main indice. Je vais mettre indice comme dans une boucle pour la modification. En fait, je ne vois pas l'intérêt. Pourquoi je vais utiliser une boucle pour indice? Donc, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris votre question. L'indice, normalement, il devrait contenir deux valeurs. Soit la valeur -1 si la valeur x n'existe pas dans le vecteur, ou bien une valeur comprise entre 0 et n-1. La dimension de la matrice, de le vecteur. Et soit -1, ça veut dire la valeur n'existe pas, ou bien une valeur comprise entre 0 et dimension -1. Ce qui veut dire que la valeur x existe dans le vecteur. Dans l'appel de la fonction modification. Je vais utiliser... monsieur A, donc essayez d'écrire la partie du code complète parce que j'arrive pas à comprendre comment je peux ajouter la boucle for pour l'indice. D'accord? حاول تكتب لي le code باش نفهم ce que vous voulez dire. Alors, libérer vecteur. Il y a quelqu'un qui a écrit le code suivant.
Voilà, il y a une collègue, une de vos camarades qui a écrit le code suivant. Est-ce qu'on peut écrire libérer vecteur, int étoile vecteur, free vecteur? En fait, la libération de la mémoire, euh, j'ai cherché dans plusieurs codes sur Internet. Il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui écrivent le code que je vous ai écrit ici. Il y a d'autres qui écrivent ça. Mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez écrire soit celui-là ou bien celui-là, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est d'utiliser la fonction free. Donc free, et il y a la fonction clé que vous devez utiliser pour libérer la mémoire. Madame, mais si dans les paramètres, il n'a pas écrit des mentions, il n'a pas... Il faut que ça soit... voilà, donc là, ça dépend de l'énoncé. Par exemple, si je vous donne le prototype de la fonction dans laquelle vous avez dimension, donc là, vous devez utiliser cette version. S'il n'y a pas de dimension, vous pouvez utiliser cette version. Mais de toutes les façons, ce n'est pas un grand problème. Ne vous souciez pas de ça. En ce qui me concerne, c'est-à-dire le plus important, c'est d'utiliser la fonction free. D'accord? Donc, c'est pas un grand problème. Si c'est possible, la différence ne va pas nous donner l'indice codé sur 4 bits. En fait, ce n'est pas 4 bits, c'est 4 octets. C'est juste maintenant, ne va pas. Non, ça va donner le résultat. Donc, monsieur ID. Donc, je vais faire l'exécution du programme en direct avec vous et vous allez voir que le calcul va être juste. D'accord? Donc, pour monsieur ID, je vais vous répondre de manière pratique. D'accord? Alors, voilà, il faut diviser la différence sur 4. En fait, lorsque vous faites la différence entre deux pointeurs et vous affectez le résultat à un entier, donc le compilateur, il fait la division par 4 automatiquement. Alors, je reprends. Si vous faites la différence entre deux pointeurs, par exemple, tout à l'heure, on a fait, voilà, pt moins vecteur. Normalement, ça c'est un pointeur, ça c'est un autre pointeur. Si j'affecte le résultat à un entier, je fais int indice égal. OK? Alors là, que va faire le compilateur? Il va, en fait, pointeur moins pointeur, ça va donner un espace mémoire, c'est-à-dire la différence entre deux espaces mémoire, c'est-à-dire en octets. D'accord? Mais lorsque j'affecte le résultat à un entier, donc il va automatiquement faire la différence, pardon, faire la division sur la taille d'un entier. D'accord? Je n'ai pas compris comment retourner vecteur alors que c'est au niveau de la fonction allo vecteur. Alors, au niveau de la fonction allo vecteur, allo mémoire. Voilà, retourner, ça veut dire à chaque fois que vous utilisez une fonction et vous faites retourner, ça veut dire vous allez sortir de cette fonction avec la valeur que vous allez mettre ici. Donc, regardez ici dans le main. Dans le main, lorsqu'on a fait allo vecteur, voilà l'appel. Donc là, j'ai appelé la fonction allo vecteur avec les deux paramètres, dimension et val, et j'ai sauvegardé le résultat où ça? Dans la variable vecteur. OK? Donc tous les traitements que j'ai fait dans la fonction sont sauvegardés, si je le tourne, dans la variable vecteur. OK? Et c'est dans les fonctions qui vont suivre, par exemple afficher, que je vais utiliser la variable vecteur. OK? Donc la valeur de retour, elle est nécessaire. Donc là, si vous oubliez de mettre retourner vecteur, le programme ne va pas fonctionner. D'accord? Il y a une question. Donc, j'espère bien que vous avez compris le point sur la valeur de retour. En fait, il est très nécessaire, il est obligatoire de retourner le vecteur à la fin de l'allocation dynamique de la mémoire. Donc, ici,
vous devez faire retourner vecteur. Si vous oubliez de faire retourner vecteur, vous ne pouvez pas faire les autres fonctions. Vous ne pouvez pas afficher le contenu du vecteur parce qu'il va vous dire qu'il n'existe pas. OK? La recherche aussi, la modification, etc. Donc, vous devez absolument retourner le vecteur après avoir alloué la mémoire et après l'avoir rempli. D'accord? Donc là, si vous n'avez pas de questions, retourner pour sauvegarder. Oui, exactement. Donc on fait retourner vecteur pour sauvegarder toutes les opérations qu'on a réalisées sur le vecteur. Si on ne fait pas retourner, donc on ne sauvegarde rien. C'est comme si on n'a rien fait. Exactement. Voilà. Alors maintenant, on va passer pour voir l'exécution de cet exercice. Voilà l'exercice de TP numéro 3. Alors voilà la première fonction, c'est allouer vecteur, qui demande en entrée la dimension du vecteur, puis la valeur int. Ensuite, on va déclarer le pointeur. Là, vous avez l'allocation de la mémoire. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez soit utiliser malloc ou bien calloc, c'est la même chose. Donc, il donne le même résultat. Ensuite, on va parcourir le vecteur, puis le remplir avec la valeur val. Et puis, on va retourner le vecteur. Donc, cette opération, elle est nécessaire pour sauvegarder toutes les opérations qu'on a réalisées sur le vecteur. Ensuite, l'affichage. Donc, je vais mettre en entrée le nom du vecteur, puis la dimension. Là, j'ai le pointeur PT. Et puis, la boucle pour parcourir les différentes cases. OK. Et après, je vais afficher. Je vais mettre étoile PT. Donc, étoile PT, c'est pour accéder à la valeur. La modification aussi, donc je vais mettre en paramètre d'entrée le nom du vecteur, l'indice, ainsi que la nouvelle valeur. Donc je vais mettre étoile entre parenthèses vecteur plus indice, reçoit la nouvelle valeur que je vais ajouter. Et bien sûr, puisque je fais une modification, je dois retourner le nouveau vecteur. Après, il y a la recherche. Donc je vais rechercher la valeur x dans le vecteur. Donc, j'ai déclaré le pointeur et puis l'indice, donc l'indice initialisé à -1 pour dire, c'est-à-dire je vais l'appeler si je n'arrive pas à trouver la variable x dans le vecteur. Alors, je vais utiliser la boucle pour parcourir les différentes cases du vecteur et puis je vais faire des comparaisons. Si la valeur de PT est égale à x, c'est bon, donc j'ai trouvé la valeur recherchée et je vais afficher son indice. D'accord? Sinon, si j'arrive à la fin du tableau et je n'ai pas trouvé la valeur recherchée, dans ce cas-là, je vais retourner la valeur de indice qui est égale à -1. Ensuite, pour libérer vecteur, donc là, je vais utiliser la boucle pour parcourir chaque case et puis je vais, euh, je vais mettre la valeur nulle et puis je vais faire free pour libérer l'espace et puis je vais retourner le nouveau vecteur parce que j'ai fait des modifications dessus. Ensuite, il y a le main. Donc, dans le programme principal, il y a la déclaration, la dimension, la valeur, l'indice, la nouvelle valeur est x, et puis le vecteur. Ensuite, je vais lire la dimension du vecteur, puis lire la valeur. Ensuite, je vais appeler la fonction allouer vecteur, et puis je vais mettre le résultat dans la variable vecteur, c'est-à-dire celle-là, elle va contenir un vecteur qui contient dimension, élément, et chaque case va contenir la valeur. Alors, après avoir alloué la mémoire, je vais afficher le contenu du vecteur. Ensuite, je vais demander à l'utilisateur de me donner l'indice de la valeur qu'il souhaite modifier. Je vais la lire et la mettre dans la variable indice. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais voir est-ce que l'indice qu'il a entré est compris entre 0 et dimension -1
moins 1. Donc, s'il est compris entre 0 et dimension moins 1, ça veut dire que la valeur, ou bien l'indice est valide. S'il est supérieur à dimension ou bien inférieur à 0, ça veut dire qu'il veut accéder à une position qui n'appartient pas au vecteur. D'accord? Donc, si l'indice entrée est valide, donc je vais lui demander de me donner la nouvelle valeur qu'il souhaite mettre à la place, et puis je vais la lire, et puis je vais modifier le vecteur. OK? Ensuite, je vais afficher le vecteur après modification. Après, je vais demander à l'utilisateur de donner la valeur qu'il souhaite rechercher. Puis, je vais la mettre dans X. Et puis, je vais rechercher la valeur X dans le vecteur et mettre le résultat dans la variable indice. Alors, si la valeur de retour indice est égale à moins 1, cela veut dire que la valeur X n'existe pas dans le vecteur. Dans le cas contraire, donc s'il est différent de moins 1, ça veut dire que la valeur X se trouve dans le vecteur et il va nous donner sa position. Alors, après avoir terminé l'opération de recherche, je vais maintenant libérer mon vecteur. Donc, je vais appeler la fonction libérer vecteur et je vais affecter le résultat dans la variable vecteur et puis je vais afficher le vecteur après libération. Pour la fonction de recherche, on peut utiliser retourner moins 1 sans... Oui, c'est possible. Oui. Donc, il y a une remarque de votre collègue. Il a dit, est-ce qu'on peut... Finir recherche, voilà. Alors, est-ce qu'il est possible de ne pas utiliser l'indice? Donc, enlever ça. OK, enlever indice égal à moins 1. Et ici, mettre moins 1. C'est possible. C'est juste aussi. Là, je voulais uniquement la montrer pour vous l'expliquer. Parce que la plupart d'entre vous, ils mettent ici moins 1, mais ils ne comprennent pas pourquoi on va la mettre. D'accord? Donc, c'est possible. Vous pouvez enlever indice et mettre ici moins 1 directement. C'est juste aussi. D'accord? Donc, maintenant, on va passer à l'exécution. C'est l'exercice. C'est l'exercice 2, TP3. Voilà, donc je vais l'exécuter. Donc là, je vais donner la dimension du vecteur. Par exemple, 6. Je veux créer un vecteur qui contient 6 éléments. Et pour la valeur, je vais donner 1. Ou bien 2, si vous voulez. Voilà, donc là, ce qu'il a fait, il a créé un vecteur qui contient 6 éléments. Et chaque élément contient la valeur 2. D'accord? Alors maintenant, je vais essayer de faire la modification. Par exemple, je veux modifier une position dans le vecteur. Par exemple, je veux accéder à la position 3. OK? Donc 0, 1, 2, 3. Donc cette case-là. Et je veux la remplacer par 10, par exemple. Voilà. Donc voilà la position 3. J'ai remplacé sa valeur par 10. D'accord? Alors maintenant, je veux, par exemple, faire une recherche. Par exemple, si je souhaite rechercher le 2. OK? Voilà. Donc 2 se trouve dans la position 0. Et puis pour l'affichage, après libération, il a donné des 0 partout. D'accord? Donc maintenant, je vais essayer de faire la recherche en donnant une valeur qui n'existe pas dans le vecteur. Par exemple, dimension c'est 6, la valeur c'est 9, la valeur que je souhaite modifier est 5, la nouvelle valeur c'est 2. Voilà, il a ajouté 2 dans la position 5, donc 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la valeur que je souhaite rechercher, par exemple, je vais mettre 5, qui n'existe pas dans le vecteur. Voilà, il va donner la valeur 5 n'existe pas dans le vecteur. Et puis, il va afficher le vecteur après la libération de la mémoire. Voilà. Alors, quand j'ai mis moins 1 sans indice, ça ne marche pas. Non, ça devrait marcher. Alors, je vais essayer. Alors ici, je vais enlever ça.
Je vais mettre ici moins 1. Ok, donc une de vos collègues m'a dit que si j'enlève indice, donc ça ne marche pas. Donc ça devrait marcher. Moi, j'ai enlevé l'indice et j'ai remplacé indice ici par moins 1. Donc je vais reprendre la compilation. Voilà, l'exécution. Donc la dimension, par exemple 8, la valeur 3, l'indice de la valeur que vous voulez modifier, par exemple 3, la nouvelle valeur 9. Voilà, donc 0, 1, 2, 3. Alors là, je vais mettre une valeur qui n'existe pas, par exemple 8. Voilà, il va dire la valeur 8 n'existe pas dans le vecteur. Voilà. Et puis, il va afficher le vecteur après libération de la mémoire. Donc, ça marche. Il suffit de, comment dirais-je? En fait, vous devez enlever indice d'ici, et là, vous allez mettre moins 1. Par contre, l'appel, il va rester le même. Donc, il n'y a pas de modification au niveau de l'appel pour la recherche. Je ne comprends pas bien au niveau de Allo et vecteur. Est-ce qu'il y a eu un lien entre vecteur et PT grâce à for? Donc, vecteur contient PT, do, tourner, vecteur, c'est ça. Donc, vecteur contient PT. En fait, ce n'est pas vecteur contient PT. En fait, PT, il pointe sur le vecteur. Donc, PT, il contient l'adresse de la première case du vecteur. Voilà, donc on va passer à l'exercice, au dernier exercice. Donc, c'est qui parle des matrices. Alors, le quatrième exercice, donc lui aussi, on nous demande d'utiliser les pointeurs. Donc, on va utiliser une fonction qui alloue la mémoire pour une matrice d'entier, donc qui contient des lignes et des colonnes, puis qui initialise toute la matrice à la valeur val. Donc, voilà allouer matrice, voilà le nombre de lignes, ces lignes, et colonnes, et la valeur que je vais mettre dans chaque position du vecteur. OK? Et puis, je vais afficher le contenu de la matrice. Ensuite, je vais modifier une case dans la matrice. Puis, je vais rechercher une valeur dans la matrice. Puis, je vais libérer et afficher la matrice après libération de la mémoire. Donc, voilà l'exécution. Donc, pour l'allocation de la mémoire, donc, je vais demander à l'utilisateur de nous donner le nombre de lignes, par exemple 3, puis le nombre de colonnes, par exemple 4, et puis la valeur avec laquelle il souhaite remplir la matrice. Après, pour l'affichage, il va nous afficher une matrice qui contient 3 lignes. Voilà, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et puis 4 colonnes, première colonne, deuxième, troisième et quatrième colonne. Et puis chaque case contient la valeur 1. C'est la valeur avec laquelle je vais remplir toute la matrice. D'accord? Ensuite, pour la modification. Donc, je vais demander à l'utilisateur de me donner les indices, bien les coordonnées de la position qu'il souhaite modifier. Donc, L, c'est l'indice de la ligne et C, l'indice de la colonne. Et puis, la nouvelle valeur qu'il souhaite mettre. Donc là, je vais lui demander de me donner les coordonnées, par exemple la position, bien la ligne 0, la colonne 2. La valeur qu'il souhaite ajouter, c'est 5. Donc voilà la ligne 0 et la colonne 2, ça c'est la colonne 0, colonne 1, colonne 2. Donc cette case-là, il va mettre la valeur 5. C'est-à-dire il va remplacer la valeur 1 par la valeur 5. Ensuite, pour la recherche, de la même manière que tout à l'heure, donc là, je vais lui donner une valeur x à rechercher et il va me retourner
la ligne et la colonne dans lesquelles se trouve cette valeur x. S'il existe, bien sûr. S'il n'existe pas, il va retourner moins 1. Voilà, je vais lui demander de me donner la valeur à rechercher, par exemple 5. Et lui, il va m'afficher les coordonnées de cette valeur. Et la même chose pour la libération. Donc, je vais utiliser la fonction free pour libérer la mémoire. Et après l'affichage, il va me donner des valeurs aléatoires. Donc, voilà pour l'exécution ou bien pour l'écriture du programme. Donc, pour l'allocation de la mémoire, donc j'ai en entrée les lignes et les colonnes et la valeur avec laquelle je souhaite remplir mon vecteur. Donc là aussi, comme tout à l'heure, je dois allouer la mémoire pour ma matrice. D'accord? Donc pour allouer la mémoire pour la matrice, il y a 2 étapes à faire. Il y a deux étapes à respecter. Donc je vais les mettre comme ça. Donc la première étape, c'est l'allocation de la mémoire pour toutes les lignes de la matrice. Donc d'abord, je vais allouer la mémoire pour les lignes. Et ensuite, pour chaque ligne de la matrice, je vais allouer un certain nombre de colonnes. D'accord? Donc voilà la première étape, c'est l'allocation des lignes pour la matrice. Donc pour allouer les lignes pour la matrice, je vais utiliser calloc ou bien malloc, c'est comme vous voulez. Alors je vais utiliser calloc et je vais mettre le nombre de lignes que je souhaite allouer. D'accord? Et pour la taille de chaque ligne, donc je vais mettre size of int étoile. Donc là, pourquoi j'ai mis int étoile? Parce que chaque ligne est un vecteur. Si je fais l'allocation de la mémoire pour une seule case, je vais mettre size of int. Mais dans cette instruction, je vais allouer la mémoire pour une ligne entière. Voilà, toute une ligne dans le vecteur, dans la matrice. Donc là, pour allouer la mémoire pour une ligne, donc je dois préciser son type, et son type, c'est int étoile, c'est pas int. D'accord? Et pour la valeur de retour, je vais faire un cast, je vais mettre int étoile étoile. Pourquoi je vais mettre double étoile? Alors, si je veux allouer la mémoire pour un seul vecteur, pour un vecteur d'une seule dimension, je vais mettre int étoile. Mais si je souhaite allouer la mémoire pour une matrice, je vais mettre int étoile étoile. Donc, c'est ça la différence entre l'allocation de la mémoire pour un vecteur et l'allocation de la mémoire pour une matrice. Donc, pour une matrice, je vais utiliser double pointeur, int étoile étoile. Et pour allouer la mémoire pour un vecteur, je vais mettre int étoile. Alors, je vais reprendre l'explication. Donc, pour allouer la mémoire pour une matrice, il y a 2 étapes de traitement. Alors, pour la première étape, je vais allouer la mémoire pour un ensemble de lignes, c'est-à-dire pour plusieurs lignes dans la matrice. Voilà, ça, je vais allouer la mémoire pour plusieurs lignes. Le nombre de lignes, c'est celui-là. Et puis, la deuxième étape, c'est pour chaque ligne, c'est-à-dire maintenant, après avoir alloué la mémoire pour plusieurs lignes, maintenant, pour chaque ligne, je vais préciser le nombre de colonnes. Alors, je vais utiliser une boucle, for i allant de 0 jusqu'à ligne i++. Je vais, pour chaque ligne de la matrice, voilà, matrice de i, c'est-à-dire la ligne i de la matrice, je vais lui allouer un certain nombre de colonnes. Et chaque colonne, elle contient un entier. Regardez ici, de type int. OK? C'est comme si, l'idée, c'est comme si je passe d'une idée globale vers une idée qui est spécifique. Au début, je vais allouer la mémoire pour toute la matrice et là, pour chaque ligne de la matrice. OK? Ensuite, donc, après avoir alloué la mémoire pour toutes les lignes et pour chaque colonne de la ligne, je vais initialiser le pointeur à l'adresse de la première case de la matrice. OK? Je vais mettre pt égale à l'adresse de la matrice 0, 0. Ça, c'est pour faire le lien entre la matrice que je viens de créer et le pointeur que j'ai déclaré. D'accord?
Donc, soit je fais PT reçoit l'adresse de matrice 0, 0, ou bien PT reçoit matrice de 0. Donc, les deux écritures sont équivalentes. Alors, après avoir alloué la mémoire, je vais maintenant remplir ma matrice. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cours, pour manipuler une matrice, on doit utiliser deux boucles. Il y a la boucle de I qui va parcourir toutes les lignes de la matrice, et puis la deuxième boucle J qui va parcourir toutes les colonnes de la matrice. D'accord? Donc voilà la boucle de I qui parcourt les lignes et la boucle de J qui parcourt les colonnes. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de remplir chaque position ou bien chaque case de la matrice par val, par cette valeur. Alors pour le faire, on va revenir à la formule de départ. Si vous vous rappelez, on fait le pointeur PT plus I multiplié par le nombre de colonnes. Tout à l'heure, on a utilisé N, mais dans cet exercice, on a colonne, on a la variable colonne, plus J. D'accord? Donc cette formule, on va la précéder par étoile et on va lui affecter val. Ok? Regardez ici, P plus I multiplié par N plus J. Donc c'est la même formule. Ok? Sauf ici que dans le cours, on avait la variable N qui représente le nombre de colonnes et dans cet exercice, on l'a renommé autrement. On lui a donné le nom colonne. Mais il porte la même signification. D'accord? Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affecté la valeur val à chaque case dans le vecteur. Pardon, à chaque case dans la matrice. D'accord? Donc là, je vais, avec cet ensemble d'instructions, je vais remplir toute la matrice avec la valeur. Et finalement, bien sûr, avant de sortir de la fonction, je dois retourner la matrice après modification, c'est-à-dire après avoir alloué la mémoire et après avoir rempli chaque case de la matrice. D'accord? Je vais voir, il y a des questions. On peut utiliser des pointeurs pour parcourir les lignes et des colonnes. Non, ce n'est pas possible. Donc, il y a une question qui dit, est-ce qu'on peut utiliser les pointeurs pour parcourir les lignes et les colonnes? En fait, non, c'est pas possible. Non. Donc, il y a une formule qui le permet, c'est la formule qu'on a vue dans le cours. Voilà, la même question. Non, on ne peut pas utiliser les pointeurs pour parcourir, c'est-à-dire remplacer le I et le J par des pointeurs. Non. Alors, est-ce que chaque ligne a N colonnes? Oui, c'est ça. C'est pas N, c'est dans le cours. Mais ici, c'est colonne. On a nommé N par colonne. OK? Donc, cette colonne, هذه فهي N. D'accord? Alors, ensuite, donc, après avoir alloué la mémoire pour la matrice, maintenant, on peut l'afficher. Donc, pour l'afficher, on va entrer en paramètre d'entrée le nom de la matrice qu'on a créé tout à l'heure, puis le nombre de lignes ainsi que le nombre de colonnes. Là aussi, on va déclarer le pointeur, PT, puis on va l'initialiser à l'adresse de la première case de la matrice avec l'instruction adresse matrice 0, 0 ou bien PT égale à matrice de 0. Et puis, on va utiliser les deux boucles de I et de J pour parcourir les lignes et les colonnes. Et après, on va faire l'affichage avec printf, comme vous le savez. Alors, avec printf, on va utiliser la formule. Donc, avec la formule du cours, c'est une formule magique que vous allez utiliser partout où vous allez traiter les pointeurs avec les matrices. Donc, il faut la retenir. Donc, PT plus I multiplié par colonne plus J. Donc là, on va les précéder par étoile pour pouvoir accéder à la valeur. D'accord? Donc, pour accéder à la valeur, on va précéder la formule par un étoile. D'accord? Donc, il n'y a pas de retourner parce que cette fonction, cette procédure permet de faire l'affichage seulement. Alors, ensuite, il y a la modification. Donc, la modification, elle est simple aussi. Alors, dans les paramètres d'entrée, on va préciser le nom de la matrice dans laquelle on souhaite faire une modification. Puis, on va préciser le nombre de colonnes. Donc, ce n'est pas là important de préciser le nombre de lignes.
Donc, je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va préciser uniquement le nombre de colonnes. Puis, on va préciser la ligne ou bien les coordonnées de la position qu'on souhaite modifier. Donc, elle dit que la position est là, L, nombre de lignes, et elle a aussi la colonne. Et puis, il y a la nouvelle valeur. Donc, regardez ce qu'on va faire. Donc, on va déclarer un pointeur PT de type int. On va l'initialiser à l'adresse de la première case de la matrice. Puis, on va accéder à la position qui a les coordonnées LC. Donc, on va faire PT plus L, ça c'est I. Il y a la ligne de la valeur, de la case qu'on souhaite modifier. Donc, on va mettre L multiplié par colonne plus C. Ça ressemble à P plus I. Donc là, c'est comme si on souhaite modifier la position IJ. OK? On souhaite modifier la position IJ. Là, on souhaite modifier la position LC. OK? LC. Donc là, je vais accéder à cette position. Donc, je vais le précéder par un étoile pour pouvoir accéder à la valeur. Donc, je vais mettre la nouvelle valeur. Je vais l'affecter à cette position. OK? Et je vais retourner la nouvelle matrice après modification. OK? Alors, pour la question de tout à l'heure, donc pourquoi je n'ai pas utilisé le nombre de lignes? Donc, ce n'est pas important d'utiliser le nombre de lignes comme paramètre d'entrée, parce que dans la formule, j'aurai besoin uniquement des colonnes. D'accord? Je n'ai pas utilisé ici une boucle. Si j'utilise des boucles, par exemple, pour parcourir les lignes et les colonnes, bien sûr, je vais avoir en paramètre d'entrée la variable ligne ainsi que la variable colonne. Mais dans cet exemple-là, on va accéder à cette position directement en utilisant le L et le C. Et bien sûr, le nombre de colonnes. Voilà. Donc, c'est pour cette raison, on va utiliser uniquement le paramètre colonne en paramètre d'entrée. On ne va pas utiliser les lignes. Alors, ensuite, pour la recherche, donc pour rechercher une valeur dans la matrice, donc à de la partie de la fonction qui demande un peu plus de travail. Donc, j'ai ici la matrice dans laquelle je souhaite effectuer une recherche. J'ai le nombre de lignes, j'ai aussi le nombre de colonnes, j'ai la valeur que je souhaite rechercher, c'est x, et j'ai deux pointeurs. J'ai le L et j'ai le C. Alors, ces deux variables, je vais les utiliser pour sauvegarder la position dans laquelle se trouve la valeur x si elle existe dans la matrice. Donc, si x existe dans la matrice, je vais retourner l'indice de la ligne dans la variable L et l'indice de la colonne dans la variable C. Donc, Naya, c'est comme dans l'exemple de la recherche de l'indice du minimum, c'est-à-dire dans le chapitre de la récursivité. Donc, tout à l'heure, on a mis dans les paramètres d'entrée l'indice du minimum. Là aussi, on va mettre les indices de L et l'indice de C, d'accord, pour les retourner ou bien pour les sauvegarder. Alors, regardez ce qu'on va faire. Donc, on va déclarer un pointeur PT qu'on va initialiser à l'adresse de la première case de la matrice. Et puis, on va utiliser deux boucles pour parcourir toutes les positions, bien toutes les cases de la matrice. Et puis, on va faire des comparaisons. On va accéder à chacune des cases de la matrice et comparer sa valeur avec le X. Alors, PT plus I multiplié par colonne plus J. Alors, si sa valeur précédée par étoile, alors si la valeur qui se trouve dans cette position est égale à X, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'indice de I et le mettre dans L. Et prendre la valeur de J et la mettre dans C. Donc, l'opération, elle permet de sauvegarder les indices I et J dans les variables L et C, parce que je vais les utiliser après. D'accord? Voilà, donc il y a une proposition qui dit, est-ce qu'on peut utiliser P, PT, IJ? Oui, c'est possible. Oui, vous pouvez l'utiliser. PT, IJ. Oui, vous pouvez l'utiliser. Alors, là, je reprends l'explication. Donc, pour rechercher une valeur X,
dans la matrice. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais utiliser un pointeur que je vais initialiser à l'adresse de la première case de la matrice. Puis, je vais parcourir toutes les lignes et toutes les colonnes de la matrice, c'est-à-dire chacune des cases dans la matrice. Et puis, je vais comparer chacune des valeurs de la matrice avec la valeur x. Alors, si je trouve qu'une des valeurs de la matrice est égale à la valeur recherchée x, donc c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier la valeur de i dans L, c'est-à-dire qui représente la ligne. Et je vais copier le j dans C, qui représente la colonne dans laquelle se trouve la valeur x. Parce que pourquoi je vais les sauvegarder? Parce que après, je vais afficher à l'utilisateur la position ou bien les coordonnées de la valeur recherchée, la valeur x recherchée dans la matrice. D'accord? Et finalement, si je trouve la bonne valeur, je vais sortir. Donc, retourner, ça veut dire je vais sortir. Parce que si je trouve la valeur recherchée x, ce n'est pas la peine de continuer à faire la boucle. D'accord? Donc, quand je trouve la première occurrence, je sauvegarde le i et le j et je sors de la fonction. D'accord? Alors, après, pour libérer la matrice, là aussi, je vais entrer en paramètre d'entrée le nom de la matrice et le nombre de lignes. Là, pour la libération, je vais faire la boucle for pour i allant de 0 jusqu'à ligne, i++, et je vais libérer l'espace mémoire. Donc, je vais libérer avec free. Je vais libérer ici chacune des lignes. Voilà. Et je vais retourner, bien sûr, la matrice après avoir libéré l'espace mémoire, parce que j'ai fait des modifications sur la matrice. Alors, maintenant, on va passer à la fonction principale. Donc, dans la fonction principale, on a les déclarations suivantes, le nombre de lignes, les colonnes, la valeur que je souhaite mettre dans chacune des cases de la matrice, L, SC, la nouvelle valeur et la valeur recherchée. Là, j'ai déclaré la matrice et puis je vais demander à l'utilisateur de me donner le nombre de lignes. Je vais le mettre dans la variable ligne. Et puis, je vais demander le nombre de colonnes et les mettre dans la variable colonne. Aussi, je vais demander la valeur avec laquelle je souhaite remplir la matrice. Ensuite, je vais appeler la fonction allouer matrice. D'accord? Donc, allouer matrice, je vais lui donner le nombre de lignes, le nombre de colonnes et avec eval. Donc là, cette opération, elle va me permettre de créer une matrice, c'est-à-dire je vais lui allouer la mémoire pour le nombre de lignes et pour le nombre de colonnes, et je vais aussi la remplir par la variable val. D'accord? Et après, je vais afficher son contenu. Voilà une question. Pourquoi on utilise des pointeurs pour sauvegarder i et j et pas des variables simples? Voilà. Donc, c'est une bonne question. Alors, on a utilisé des adresses mémoire ou bien des pointeurs parce que si vous vous rappelez de l'exercice de min, c'est-à-dire l'indice du minimum. Je vais vous montrer ça. Alors, dans l'exercice de l'indice du minimum, voilà. Donc, dans la procédure, donc là aussi, on a utilisé une procédure. Le minimum, il n'est pas utilisé comme pointeur, il est utilisé comme variable simple. Pourquoi? Parce que dans le code de la procédure, on a fait l'affichage. Okay? On a fait l'affichage à l'intérieur de la procédure. Mais dans cet exercice-là, on ne va pas faire l'affichage à l'intérieur de la procédure. Donc, les valeurs de L et C, ils vont être récupérés dans le main. Et c'est dans le main qu'on va afficher le résultat. Alors, je reprends. Donc, dans cet exercice, on a utilisé le min
comme variable simple. Donc, on cherchait le min. Là aussi, on cherche le L et le C. Ils sont tous utilisés comme des paramètres d'entrée. Mais là, on l'a utilisé comme variable simple parce qu'on va afficher le résultat de min, la valeur de min, à l'intérieur de la fonction, bien de la procédure. OK? Donc, si on souhaite, par exemple, récupérer le min et l'afficher dans le main, ça veut dire faire printf dans le main, dans ce cas-là, on serait obligé de mettre ici l'adresse. D'accord? Par contre, ici, donc, dans ce cas-là, on a L et C de type pointeur parce qu'on souhaite afficher la valeur de L et de C dans le main. Donc, pour pouvoir, on porte la valeur qui se trouve dans L et la valeur qui se trouve dans C et on les porte à partir de la procédure vers la fonction main. On fait le déplacement. Si on fait le déplacement, donc on doit récupérer l'adresse mémoire. D'accord? Donc c'est ça la différence principale. D'accord? Donc là, on a fait les adresses mémoire parce qu'on doit récupérer ces valeurs et les afficher au niveau du main. D'accord? Donc on va revenir au programme principal. Donc après avoir alloué la mémoire et affiché les valeurs de la matrice, maintenant on va demander au programme de nous modifier une valeur. C'est-à-dire on va lui demander de donner les coordonnées de la valeur qu'il souhaite modifier. Voilà, il va nous donner le L, l'indice de la ligne et ainsi que l'indice de la colonne. Alors là aussi, on va faire un test parce qu'il se peut que l'utilisateur nous saisit une valeur de L qui n'appartient pas au nombre de lignes qu'on a dans la matrice. Par exemple, si on a une matrice qui contient 3 lignes, il faut que le L saisi par l'utilisateur soit compris entre 0 et 2. Si l'utilisateur saisit une valeur inférieure à 0 ou bien supérieure à 2, dans ce cas-là, il va parler d'une case qui n'appartient pas à la matrice. D'accord? Donc, avant de faire cette opération, ou bien de modification, il faut faire un test sur le L qui doit être entre 0 et ligne, et aussi un test sur le C, le nombre de colonnes, ou bien l'indice de la colonne. Il doit être entre 0 et colonne. D'accord? Alors, si les indices de L et de C sont valides, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur de la matrice, dans ce cas-là, on va demander à l'utilisateur de nous donner la nouvelle valeur avec laquelle il souhaite faire une modification. On va la lire et la mettre dans la variable nouvelle valeur. Et puis, on va appeler la fonction modif, bien modifier matrice. Donc, on va lui donner le nom de la matrice, le nombre de colonnes, L, C et la nouvelle valeur. Et cette fonction, bien sûr, elle va nous retourner la nouvelle matrice après modification. D'accord? Et après, on va afficher la matrice après modification. Je vais voir, il y a une question. Si on veut afficher la procédure LSC, ce n'est pas dans le main dans cette situation, comment? Voilà, donc si on souhaite afficher le L et le C à l'intérieur de la fonction, c'est ici qu'on va le mettre. Voilà, on va mettre ici printf tout simplement, pourcentage D, et puis on va afficher L, virgule, C. Voilà. Là, on va enlever les étoiles. Voilà, on va enlever les étoiles. D'accord? Mais dans notre exemple, il n'est pas intéressant. Donc, il est plutôt intéressant de laisser l'affichage pour le mail. Parce que c'est dans le mail qu'on va voir est-ce qu'on a trouvé la valeur ou on ne l'a pas trouvée. OK? Voilà, donc après avoir fait la modification, maintenant, on va passer pour faire la recherche, pour rechercher une valeur dans la matrice. Donc, on va demander à l'utilisateur de nous donner la valeur à rechercher. C'est X. OK. Puis, on va initialiser L et C à -1.
C'est-à-dire, on va supposer au début que la valeur x n'existe pas dans la matrice. D'accord? Alors, si elle existe, donc on va modifier les valeurs de L et C en fonction de ce code. Voilà. Donc, au début, L et C sont initialisés à moins 1. Donc, si on trouve la valeur recherchée, donc on va mettre à jour le L et le C avec les nouvelles positions de x. D'accord? Donc, au début, on initialise L et C à moins 1. Et puis, on appelle la fonction rechercher matrice. Donc, on a ici le nom de la matrice, le nombre de lignes, les colonnes, le X. Et là, pour le L et le C, donc puisqu'ils sont déclarés dans la fonction comme des pointeurs, regardez ici, étoile L et étoile C. Donc, dans le main, on doit les appeler avec l'adresse. Donc, on a déjà vu ça avec les structures et autres exemples. D'accord? Si on fait la déclaration d'une variable comme paramètre d'entrée, comme un type de type pointeur. Donc, dans l'appel, on doit faire l'appel avec adresse mémoire. Puisque dans la fonction, ou bien la procédure recherche et matrice, on a utilisé les variables L et C comme étant des pointeurs. Donc là aussi, dans l'appel des variables L et C, il faut les précéder par adresse. D'accord? Alors, après avoir exécuté recherche et matrice, donc normalement, les nouvelles valeurs de L et de C vont être mises à jour. C'est-à-dire les variables L et C vont être mises à jour. Alors là, on va faire un test. Si L est égal à moins 1 ou bien C est égal à moins 1, okay, ça veut dire si la valeur recherchée n'existe pas dans la matrice, d'accord? Dans ce cas-là, on va afficher le message suivant. La valeur X n'existe pas dans la matrice. Sinon, c'est-à-dire si les deux sont différents, dans ce cas-là, on va dire on va aviser l'utilisateur que la valeur X a les coordonnées L et C. D'accord? Alors, après avoir affiché les positions, donc on va maintenant, donc après avoir terminé les traitements, on peut libérer l'espace mémoire pour la matrice en utilisant libérer matrice, puis affecter le résultat à la matrice, à la variable matrice, puis on va afficher notre matrice après avoir libéré l'espace mémoire. D'accord? Donc maintenant, on va passer à l'exécution. Donc c'est le dernier exercice. Donc voilà la première fonction, c'est allouer matrice, qui demande en entrée le nombre de lignes, le nombre de colonnes et la valeur que je souhaite, avec laquelle je souhaite remplir la matrice. Puis je vais allouer la mémoire pour les lignes. Et puis pour chaque ligne, je vais allouer la mémoire pour les colonnes. D'accord? Après, je vais initialiser le pointeur PT à l'adresse de la première case de la matrice. Puis je vais utiliser une boucle pour remplir la matrice. Et après, je vais retourner la matrice. Donc juste ici, il faut faire attention que la valeur de retour est de type int étoile étoile. D'accord? Si avec les vecteurs, c'est-à-dire les tableaux à une seule dimension, la valeur de retour était int étoile, c'est-à-dire un seul étoile. Mais avec les matrices, la valeur de retour change, c'est-à-dire je vais avoir double dimension, c'est-à-dire int étoile étoile. Ensuite, pour l'affichage, donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai la matrice, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, le pointeur, l'initialisation du pointeur, les deux boucles, et puis je vais accéder à chacune des positions et afficher la valeur. Là, j'ai étoile avant la formule. Ensuite, pour la modification, donc j'ai la matrice, le nombre de lignes, le nombre de colonnes, L et C, c'est-à-dire l'indice de la ligne et l'indice de la colonne, puis la nouvelle valeur. Donc, je vais créer le pointeur, l'initialiser
et puis je vais accéder à cette position L et C et je vais mettre la nouvelle valeur. Et je vais retourner bien sûr la matrice. Donc la matrice est de type int étoile étoile, double pointeur. Après, il y a rechercher matrice. Donc je vais utiliser la matrice comme paramètre d'entrée, le nombre de lignes, les colonnes, la valeur X recherchée, le pointeur de la ligne ainsi que le pointeur de la colonne. C'est-à-dire, ces deux variables vont sauvegarder l'indice de la ligne et l'indice de la colonne si la valeur X existe dans le tableau, bien pardon, dans la matrice. Alors, je vais déclarer le pointeur PT, puis je vais l'initialiser à l'adresse de la première case de la matrice. Je vais utiliser les deux boucles I et J, et puis je vais lire chacune des valeurs de ma matrice et la comparer avec X. Donc, si je trouve une valeur, bien je rencontre une valeur qui est égale à X, cela veut dire que j'ai trouvé la valeur recherchée, et là, je vais mettre à jour, je vais changer la valeur de L et la valeur de C. Parce que initialement, L et C sont initialisés par -1. Dans le mail, ils sont initialisés par -1. Donc là, si je trouve la valeur X dans la matrice, je vais changer L et C par I et J. Et je vais sortir. Donc l'instruction, elle est importante parce que si je trouve la valeur recherchée, ce n'est pas la peine de continuer à rechercher d'autres occurrences dans la matrice. Donc si je trouve la première occurrence, ça fait je vais sortir. Ensuite, il y a la libération de la matrice. Donc je vais utiliser une boucle pour parcourir toutes les lignes et puis libérer la matrice. Dans le main, donc je vais lire les dimensions, les lignes, les colonnes, la valeur, puis appeler la fonction allouer matrice, puis je vais afficher son contenu, puis je vais donner les coordonnées de la valeur que je souhaite modifier, L et C. Je vais bien sûr faire le test. Si L est comprise entre 0 et L-1 et C comprise entre 0 et colonne -1, donc si les coordonnées que l'utilisateur a saisies sont justes, dans ce cas-là, je vais lui demander de donner la nouvelle valeur et puis je vais la lire et puis je vais effectuer la modification sur la matrice. D'accord? Et puis je vais faire l'affichage. Ensuite, je vais lui demander de saisir la valeur qu'il souhaite rechercher. Je vais la mettre dans X. Je vais initialiser le LLC à -1. C'est-à-dire que je vais supposer au début que la valeur X n'existe pas dans la matrice. Et puis, je vais appeler la fonction rechercher matrice. Donc, si la valeur existe, donc la valeur de L et de C vont être modifiées, vont être mis à jour. Donc, après, je vais faire le test sur le L et le C. Donc, si L est égal à -1 ou bien C est égal à -1, cela veut dire que la valeur recherchée X n'existe pas dans la matrice. Dans le cas contraire, ça veut dire que X existe dans la matrice et il va m'afficher ses coordonnées L et C. Après, je vais libérer la mémoire et je vais afficher la matrice après libération. Voilà une question, s'il vous plaît. Est-ce que le but spécial de l'utilisation de double étoile ici? Quel est le but? Car on pourrait aussi faire pour les matrices. Non, ce n'est pas possible, mademoiselle. Donc, si on fait étoile, ça veut dire on parle d'un vecteur, c'est-à-dire un tableau à une seule dimension. Si on parle de matrice, dans ce cas-là, on devrait mettre double étoile. D'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Si vous traitez un vecteur, un tableau à une seule dimension, donc vous mettez un seul étoile. Si vous vous utilisez une matrice à 2 dimensions, donc vous allez utiliser double étoile pour faire la déclaration. Voilà, lorsqu'on met double étoile, ça veut dire qu'on parle d'une matrice, exactement. S'il y a un seul étoile, on parle d'un seul vecteur, un tableau à une seule dimension. D'accord? Donc maintenant, on va passer à l'exécution. Donc, je vais le compiler. Donc, c'est l'exercice numéro 4 du TP3. Je vais l'exécuter. Le nombre de lignes, par exemple, je vais mettre 5. Le nombre de colonnes, 7, par exemple. La valeur que je souhaite mettre, par exemple, 8. Je vais remplir ma matrice avec la valeur 8. Et cette matrice va contenir 5 lignes et 7 colonnes. Voilà.
Donc, voilà 5 lignes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, j'ai cette colonne 3, 3 et plus 1. C'est cette colonne. Et toutes les cases de la matrice contiennent la valeur 8. C'est la valeur que j'ai saisie ici. Ensuite, je vais modifier une valeur dans la matrice. Donc, je vais lui donner ses coordonnées. Par exemple, je vais lui donner coordonnées 4, c'est la ligne 4, et la colonne 3. OK? La nouvelle valeur que je souhaite ajouter, par exemple 2. Voilà. Regardez ici, voilà le 2 qui se trouve dans la ligne 4. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Et la colonne 3. 0, 1, 2, 3. C'est la colonne 3. La valeur 2 a été ajoutée dans la position 4, 3. Alors maintenant, je vais essayer de chercher par exemple la valeur 2 qui existe maintenant. Puis je vais rechercher une valeur qui n'existe pas. Par exemple 2. Donc il va m'afficher ses coordonnées. Voilà, il va afficher 4 et 3. Et puis la libération de la mémoire. Donc il a donné certains zéros, puis des valeurs aléatoires, etc. Donc maintenant, si je souhaite exécuter et rechercher une valeur qui n'existe pas, donc 7, 8, la valeur 4, je vais accéder à la position 5, 5. La nouvelle valeur, c'est 6. Voilà la position. Maintenant, je souhaite rechercher la valeur, par exemple 3, qui n'existe pas dans la matrice. Voilà, il va m'afficher la valeur 3 n'existe pas dans la matrice parce que la valeur de L et de C n'ont pas changé de valeur. Ils ont gardé la valeur moins 1. OK? C'est la valeur avec laquelle on les a initialisés. Donc, regardez ici, dans la recherche. Voilà. Donc, avant de faire la recherche, on a initialisé le L et le C à moins 1. Donc, le programme nous a affiché ce message-là. La valeur n'existe pas dans la matrice parce que L et C sont égaux à moins 1. D'accord? Donc, la valeur X n'existe pas dans la matrice. Voilà, donc c'est tout.